Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Alors si je vous dis The Camp à Aix-en-Provence, le campus santé de la Timone ou encore les archives départementales de la Joliette, eh bien ce sont des réalisations signées Corinne Vezzoni, l'architecte marseillaise. S'est vu remettre récemment la médaille d'or de l'Académie d'architecture pour la qualité de son œuvre. Et nous avons le plaisir de la recevoir sur le plateau de C'est le Sud aujourd'hui. Bonjour Corinne Vezzoni. Bonjour. L'occasion de revenir sur votre parcours et sur vos réalisations en cours. On verra ça avec vous dans quelques secondes. Nous rejoindrons également Marie-Blanche Cordoue pour sa sélection littéraire de la semaine. Voilà, Marie-Blanche qui ne peut malheureusement pas être avec nous sur le plateau et qu'on retrouve comme chaque semaine via Zoom. Catherine, comment allez-vous? Je vais très bien. Bon, je suis ravie de l'apprendre. Alors Catherine et ses astuces. Et puis cette semaine, on va s'intéresser aux marrons d'Inde. Alors rien à voir avec la châtaigne ou les marrons surtout pas qu'on fait griller. Ce sont les marrons qu'on trouve. Ce sont les marrons qu'on trouve partout dans la rue. Qui tombent des arbres. Qui tombent des arbres. Voilà. Et qui sont très nocifs, donc ils ne sont absolument pas comestibles. D'accord, mais on verra ce qu'on peut en faire puisqu'ils plein de choses, on en fait. Ok, ils nous cachent plein de surprises. Oui. Parfait. Allez, Corinne Vezzoni, alors je le disais tout à l'heure, le 29 septembre dernier, vous avez reçu la médaille d'or de l'Académie d'architecture. Seulement 8 femmes architectes ont été distinguées de la sorte. Que représente cette récompense pour vous? Ça représente bien sûr une fierté et ça représente aussi, pour moi, quelque chose qui est important, c'est que j'ai fait le choix de rester ici, à Marseille, dans le sud. Et j'ai fait le choix de la Méditerranée. Et ça, c'est très rare. C'est la première fois qu'une femme hors Paris ou hors pays étranger, puisque sur les 8, l'Académie en fait récompense une année sur deux un étranger, une année sur deux un Français. Donc pour moi, c'est un choix hasardeux que de rester ici. Et donc évidemment, c'est vraiment pour moi quelque chose de symboliquement important de dire qu'on peut rester en région et développer une activité internationale ou nationale. Et réussir sa carrière. Alors la Méditerranée, bien évidemment, elle fait partie de votre histoire puisque vous êtes né à Arles, vous avez grandi au Maroc avant de vous installer à Marseille pour vos études d'architecture, c'est bien ça? Alors de quelle manière justement la Méditerranée, le Sud, vous influence dans vos réalisations? De différentes manières. Ce qu'on peut dire en Méditerranée, c'est que les villes méditerranéennes sont souvent installées, la plupart du temps, dans la pente, dans des topographies fortes qui descendent sur la mer. Et ça, c'est une condition géographique qui est prenante pour un architecte. Quand on s'installe dans la pente, on ne s'installe pas de manière anodine comme ça s'installe à plat. Et ça a forgé une manière de s'adapter au lieu. Et d'autant plus que la Méditerranée, c'est quelque chose qui est vraiment dans la violence. Rien n'est dans la demi-mesure. On a un vent qui est très violent, une lumière très violente. Quand il pleut, malheureusement, on en a vu les conséquences récemment sur Nice. Donc, ce sont des éléments climatologiques extrêmement forts. Il faut aussi savoir s'en préserver, comment les exploiter, comment utiliser le soleil, comment s'en protéger, comment se protéger du vent. Et tous ces sujets-là forgent des architectures très particulières en Méditerranée, qui souvent sont des architectures qui se ferment sur elles-mêmes. Les jardins sont souvent à l'intérieur, à l'abri des bruits, à l'abri des visions et à l'abri du vent. Ce qui fait qu'on a des architectures plutôt mystérieuses, contrairement au nord, au pays du Nord, où tout se voit et tout est mis à l'extérieur. Alors ça me fait penser justement à The Camp, à Aix-en-Provence, que vous évoquiez à l'instant, la lumière. On va voir quelques images peut-être. Vous avez choisi des réalisations assez circulaires, avec beaucoup d'ouverture justement vers l'extérieur et vers la lumière. Ça caractérise bien votre travail, justement, cette œuvre-là? Cette œuvre caractérise une chose qui me semble intéressante en ce moment sur les questions écologiques, qui est comment on arrive à contrôler le soleil, l'ensoleillement ou les pluies, mais en essayant d'éviter de consommer trop d'énergie. Et là, on a fait un choix qui était quand même... On est allé jusqu'au bout de la démarche, puisqu'on a fait un grand toit et on n'a plus de parois qui ferment sous ce toit, qui ferment l'établissement. Et sous ce toit, on installe des petits volumes circulaires de façon à ce qu'il n'y ait pas d'hiérarchie dans les parcours et qu'on glisse entre ces volumes. Et toutes les circulations, il n'y a plus de hall, il n'y a plus de couloir, on ne fait que déambuler entre des espaces, des entre-deux, à l'abri simplement des éléments, mais extérieurs, ce qui fait qu'on n'a plus ni à chauffer, ni à éclairer avec un éclairage artificiel, ni à désenfumer. C'est une économie
la première économie, c'est l'économie de surface à chauffer. Et ça a été un thème qu'on peut porter dans notre région, d'autant plus que ça permet aussi un contact direct avec la nature. On voit ces images-là, on baigne dans la nature, on n'est plus isolé d'elle par des parois, mais on est au milieu. Est-ce que vous utilisez l'énergie solaire, par exemple, en ce moment, avec les panneaux solaires? Est-ce que vous développez ça? À Avecamp, par exemple, on l'utilise de deux manières. Il y a des panneaux solaires sur les toits des zones d'hébergement, puisqu'il y a aussi une partie hébergement, habitation pour les gens qui viennent étudier, qui viennent passer plusieurs mois d'expérience sur ce site. Et en plus de ça, on a testé des vitrages qui sont des vitrages solaires avec des jeunes start-up qui travaillent sur tous ces sujets-là. On essaie aussi d'utiliser le terreau local et toutes ces entreprises qui expérimentent, qui tentent des aventures et qui sont très présentes dans la région. Catherine? Moi, je trouve, je suis désolé. Oui, il y a cette petite extinction de voix qui traîne un peu, mais voilà, c'est pas grave. Ça va s'arranger. Oui. Je trouve que ce que vous faites, parce que le discours c'est bien, les actes c'est mieux, vous avez à la fois les actes et le discours, et moi je trouve insensé les architectes actuels justement, qui traitent aujourd'hui l'architecture dans notre région, qui font des immenses baies vitrées, moyennant quoi, en plein cagnard, donc évidemment en climatisation. Enfin, c'est insensé, quoi. Et je trouve que, voir vos projets, voir ce que vous faites et l'analyse que vous faites, j'ai l'impression qu'on revient enfin juste à une vraie observation et à du bon sens, quoi. Et je trouve ça magnifique, quoi. Oui, vous prenez conscience des problématiques locales et vous essayez de trouver des solutions. Mais voilà. Et vous avez raison, c'est juste une question de bon sens, c'est savoir exploiter le génie du lieu et en tirer parti. Exactement. Et je pense que quand même, toutes ces dimensions écologiques qui sont vraiment dans l'air du temps font qu'on va retrouver une raison, je crois, aux réponses qu'on va progressivement. Les bâtiments qui deviennent simplement des sculptures qui sont parfois magnifiques, mais qui ne gèrent pas toutes ces questions-là, ont tendance à disparaître. Oui, il faut se tourner vers l'avenir justement et peut-être définir un nouveau mode d'architecture. Oui, d'autant plus que ça devient un critère de sélection aussi. En plus, oui, sur les dossiers. C'est un monde historiquement assez masculin finalement, l'architecture. Est-ce que vous avez dû vous redoubler d'efforts, Corinne Velzoni, pour réussir à vous imposer dans ce milieu? Je dirais que j'ai cumulé deux handicaps, le fait d'être en région et le fait d'être une femme. Mais je dirais ça ne vous a pas trop mal réussi? Oui, il semblerait. Je dirais que le fait d'être en région a été plus handicapant pratiquement que d'être une femme. Parce que vraiment tout se passe à Paris, les décisions, tout l'univers autour des ministères, etc., se passe là. Et on a une certaine condescendance pour la région. Oui. Après, le fait d'être une femme, j'en ai plus souffert de la part de ma propre profession, des confrères, que du reste de la société. C'est ce à quoi je faisais allusion. Et c'est assez curieux, parce que ce ne sont pas forcément les entreprises où on peut imaginer que quand même il y a un monde machiste ou sur un chantier, c'est quand même... il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, des conditions difficiles, mais ce n'est pas forcément là qu'on le trouve. C'est plus au niveau des confrères qui voient malvenu qu'une femme vienne sur leur plate-bande. Bien sûr. D'ailleurs, vous travaillez beaucoup en dehors de Marseille aussi, finalement. Ah, mais oui, heureusement. Vous avez un bureau ici, un bureau à Paris. Oui, parce que j'ai gagné le concours de certaines gares du Grand Paris, donc la boucle du Grand Paris. Et c'est une question sur les transports. Comment on résout la question des transports sur Paris. Et puis, je travaille sur un quartier qui est Batignolles, ou qui est un écoquartier d'ailleurs, où on vient récupérer l'eau de la nappe phréatique pour rafraîchir les bâtiments l'été. Où là, d'ailleurs, c'est l'inverse. On est en façade nord. Il faut essayer de récupérer le maximum de soleil, lumière. de chaleur. Donc, ça a été un effet autre, un travail différent. Mais je travaille là, je viens de gagner un grand concours au Havre. Et puis à Nantes, à Bordeaux, donc on travaille à l'extérieur. Vous déployez pas mal finalement sur la France. Oui, on travaille en réalité très peu sur Marseille. En 25 ans de carrière, j'ai construit 5 bâtiments à Marseille. Et encore, bâtiment 1, c'est une station de métro, c'est pas... Comment vous l'expliquez? Je l'explique, je ne suis pas originaire de Marseille. Donc je n'ai pas fait mes classes à Marseille, je ne fais pas partie de la bourgeoisie marseillaise qui
distribue les travaux. Et je n'ai pas, donc je n'avais pas de contact avec le monde de l'immobilier. D'accord. Et ce qui se construit surtout, c'est l'immobilier privé, Ouais. les logements et les bureaux. Alors rapidement, je me suis dit que finalement, ce n'était pas plus mal, et de faire des concours, des compétitions, ça m'obligeait à aller ailleurs, à aussi être en compétition, ça oblige à donner le meilleur de soi et à se remettre en question sans cesse. Alors que le monde du privé, eh bien, on vous donne des projets régulièrement, il n'y a pas de compétition. Donc, il n'y a pas de remise en cause de ce qu'on fait. Ça se voit. On va voir justement quelques-unes de vos réalisations récentes, notamment à Toulon. A été inauguré le 16 octobre dernier, donc il y a quelques jours, le bâtiment des Beaux-Arts de Toulon, que voici. Et puis, vous travaillez actuellement sur un projet passionnant. C'est la réplique de la grotte Cosquer qui sera donc à la Villa Méditerranée à Marseille, sur l'esplanade du Mucem. Quel beau projet! Oui. Ah oui. En fait, c'est un beau projet. Le programme, le sujet est extraordinaire. Le projet en soi, je construis pas un bâtiment, oui, je m'intègre, mais la question, on voyait une image de Toulon où on voit une chapelle, ouais. C'est un ancien hôpital classé, et comment on dialogue avec le patrimoine. Là, c'est un peu la même chose, comment je dialogue avec un bâtiment qui était là avant moi, et comment je m'y adapte sans le dénaturer complètement, sans abîmer son architecture, mais au contraire en essayant d'en tirer parti. Alors, pour la grotte Cosquer, c'était assez difficile. Pour Toulon, l'image qu'on voit là, c'était plus facile parce qu'il y avait juste une chapelle et une aile de l'ancien hôpital. Il fallait construire autour, donc c'était plus facile. Mais c'est quelque chose de très clair. Hein, voilà, alors on a une aile patrimoniale qu'il faut restituer, mais on construit derrière autre chose, un bâtiment plus contemporain qui vient s'y accoler, tandis que la grotte Cosquer, eh bien, on vient s'adapter à un bâtiment qui a énormément de poteaux dans le bâtiment parce qu'il faut porter ce grand élément qui est en porte-à-faux sur le vide, qu'on voit, qui est la silhouette de ce bâtiment. Donc les poteaux de la Villa Méditerranée, et donc il y a une structure extrêmement importante, très sophistiquée pour tenir ce porte-à-faux. Et donc nous, on se retrouve avec des espaces dans lesquels il y a des éléments de structure qu'il faut masquer. Et qu'il faut masquer. Parce que dans une grotte, il n'y a pas de poteau. Donc il a fallu s'adapter à l'architecture pour y glisser et se lever dedans pour y glisser la grotte. Quand est-ce qu'on pourrait la découvrir ? En 2022. Cette réplique 2022. Bon, on attend ça avec impatience. En tout cas, bravo. Merci. Encore pour votre prix et pour votre parcours, Corinne Vezzoni. Vous restez avec nous. On va retrouver à présent, on vous voit avec votre belle médaille d'or. On va retrouver Marie-Blanche Cordoue pour sa sélection littéraire de la semaine. Bonjour Marie-Blanche. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Ravie de vous retrouver cette semaine encore avec votre sélection littéraire. Alors, quels sont vos coups de cœur de la semaine ? Alors, j'en ai deux avec des romans un peu particuliers. Ce sont deux auteurs qui ont fait une carrière scientifique très poussée et qui sont deux anciens ingénieurs et qui, par le biais de leurs romans, vont nous transmettre un savoir scientifique sans qu'on en perçoive. Alors, le premier, il s'agit de Alain Seyfried. J'étais venue vous en parler, vous présenter ses romans et vous avez fait une chronique sur lui entière. Et donc, c'est son dernier livre, vous vous rappelez, je vous l'avais présenté, Une pensée pour la Lune. Voilà. Ouais. Donc, c'est son dernier roman et il vient de paraître, juste pour rappeler quelque chose sur Alain Seyfried, il est marseillais. Il écrit depuis sa retraite, il a eu des prix littéraires et il vient de recevoir le Grand Prix des Lettres de l'Académie Arts Sciences Lettres de Paris. Enfin, il n'a pas pu le recevoir, ça devait se faire en octobre, mais avec la situation sanitaire, ça se fera en février. Voilà. D'accord. Donc, son dernier livre, Une pensée pour la Lune, c'est l'histoire de Alex, un chercheur qui est missionné pour étudier donc tous les ingrédients, toute la nourriture, tout ce qu'on peut retrouver dans la magie. Donc, il a cette mission, et c'est une mission d'État, puisqu'il doit rendre son dossier secret au président de la République.
Alors, bien sûr que il va être boycotté par des entreprises un peu filous qui veulent avoir main mise sur ce dossier. Là, on est vraiment dans la transmission du savoir scientifique que l'auteur va nous distiller comme ça au fur et à mesure du roman. Mais en parallèle à ça, il y a ce qu'il appelle, et ce qu'il fait dans tous ses romans, le quotidien fantastique. C'est-à-dire que Alex, un soir, quand il rentre, il tombe sur un fantôme. Et c'est le fantôme de son oncle Anthéus, qui est mort auparavant, et qui va l'emmener voyager dans le passé. Voilà, donc c'est en fait une opposition entre le rationnel, le physicien, le chercheur, et en même temps le merveilleux dans le sens littéral du terme, avec l'apparition de ce fantôme, avec une fin un peu surprenante que je vous laisse découvrir. Ça s'appelle Une pensée pour la lune de Alain Siegfried et c'est aux éditions Morrigan. Voilà. Ça s'adresse à tous les lecteurs, hein, Marie-Blanche, puisque vous parliez de petites informations scientifiques, mais c'est vraiment pour tout le monde, ça s'adresse à tous. Oui, tout à fait, parce que la transmission est faite avec sa plume de manière simple toujours, et sa plume est toujours très agréable, poétique, il y a beaucoup d'allégories, d'images, de métaphores, et c'est très très simple, hein. Il n'y a aucun, quand même, on va dire, de temps en temps, peut-être qu'il y a des mots un peu scientifiques, mais ça passe. Vraiment, moi qui n'y connaissais rien, voilà, ça se passe très bien. Bon. Et on continue dans ce genre de roman, avec cette fois-ci une dame qui s'appelle Isabelle Saisonial. Alors, elle est de Nice cette fois. Et elle est connue, cette auteure, pour son premier roman, un roman poignant qui s'appelle La poupée d'Archimède, dans laquelle elle dévoile son enfance marquée par un inceste familial. Donc, à la suite de ce livre, elle a fait énormément de conférences. Elle lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. On l'envoie dans beaucoup d'émissions télévisées qui traitent ce sujet. Et après, au-delà de ce roman, elle en a fait d'autres, dont le dernier, qui n'a rien à voir, qui est vraiment de la pure fiction, où elle se fait plaisir. Et d'ailleurs, elle a un peu changé de nom, elle a rajouté un nom, c'est Isabelle Saisonial Basilicato. Et son livre s'appelle La saveur des anges, aux éditions L'Harmattan. D'accord. Voilà. Donc là, on est dans un monde tout à fait, qui m'était inconnu. On est au pôle sud et c'est une chercheuse, Ève, qui étudie les neutrinos. Alors, les neutrinos, qu'est-ce que c'est? Ce sont des particules qui viennent de l'infini. Ça veut dire qu'elles peuvent venir d'une galaxie. Elles peuvent avoir voyagé pendant des milliards d'années et arriver maintenant avec un message scientifique, d'après ce qu'elle nous dit, qui, selon ce message physique qu'elle va décrypter, a plusieurs saveurs. Alors, elle joue sur ce mot, Isabelle Saisonial, puisque Ève, son personnage, donc est missionné comme ingénieur pour étudier ces neutrinos et pour relever ces informations. Mais en même temps, elle n'est pas là pour rien. Elle sort d'une histoire difficile puisque son mari s'est suicidé. Et c'est son patron qui l'envoie dans cette mission, dans le froid, dans la neige, vers les aurores boréales, pour lui changer les idées et pour l'aider à passer ce cap. Voilà. Mais on va voir qu'elle va être aussi missionnée de changer de saveur dans sa vie parce qu'elle va essayer de se reconstruire à travers 3 histoires d'amour que je vous laisse découvrir avec vraiment beaucoup de suspense, d'intrigue jusqu'au bout. Il y a des rebondissements, on ne s'y attend pas. Et on découvre un univers un peu de physique, de quantique, de nombres, de mathématiques, tout en douceur, distillé comme ça dans des chapitres. C'est très, très agréable avec une plume sensible, poétique aussi. Donc, je vous invite à le lire. La saveur des anges, Isabelle Saisonial Basilicato, aux éditions L'Harmattan. Voilà. Merci beaucoup Marie-Blanche pour votre sélection de la semaine. On vous embrasse et on vous retrouve très vite. À très bientôt. Belle lecture à tous. Au revoir.
Et on la retrouvera la semaine prochaine. Comme d'habitude, Marie-Blanche, on l'embrasse. Catherine, on va profiter de vos astuces, comme chaque semaine, avec le marron d'Inde. Alors, comme je disais tout à l'heure, rien à voir avec la châtaigne ou le marron comestible. Non. Le marron d'Inde, c'est ce marron qui ressemble à un marron, finalement, mais qu'on trouve au sol, qui tombe des arbres à l'automne. Alors bon, là, je ne vais pas faire... un cours sur le marron d'Inde. Voilà, exactement. Mais ce marron d'Inde n'est absolument pas comestible. Ah ben, il est là, regardez comme il est joli. Il est même toxique, donc il faut faire très attention. Oui, ne les faites pas bouillir ou griller. Non, il y en a partout, dans toutes les villes. Donc on en ramasse une petite poignée. Ouais. On en laisse pour les copains, parce que c'est pas bien de tout ramasser. Et on va en faire plein de choses. Alors déjà, par rapport à la châtaigne ou au marron, que l'on peut déguster, on le reconnaît parce qu'ils ont les marrons et les châtaignes sont dans des bogues. Et les épines des châtaignes sont très piquantes et très nombreuses. Celles du marron d'Inde, beaucoup moins nombreuses et moins piquantes. Donc là, vous avez la différence. C'est celui de droite, le marron d'Inde. Le marron d'Inde, c'est celui de droite. La châtaigne, c'est celui de gauche. Okay. D'accord. Alors, ce marron d'Inde, il va nous aider tout l'hiver. Et ça, c'est magique. Alors déjà, vous savez que j'adore les croyances et les superstitions. Oui. Dans tout le sud de la France, on disait que si on mettait quelques marrons d'Inde sous le matelas, on était assuré que les fantômes ne viendraient pas nous tirer les pieds pendant notre sommeil. C'est trop joli, ça. Ça peut rassurer des enfants, ça. C'est pas mal, ce genre d'histoire. Et toujours dans le sud, on disait qu'un marron dans une petite pochette, dans la poche, mais avant de le mettre dans la pochette, on l'enroule dans un billet. Un quoi? Un billet de 10 billet euros. D'argent, d'accord. Okay. De banque. Ça va attirer la richesse. D'accord, ok. Voilà, ça, ce sont les croyances et les superstitions. Ceci dit, la médecine empirique et la médecine des campagnes, depuis la nuit des temps, considère le marron d'Inde comme une panacée pour certains petits maux du quotidien. Alors, il existe effectivement à la pharmacie des extraits de marron d'Inde, plein de produits à base de marron, mais nous, on va rester basique comme le faisaient nos anciens dans les campagnes. Et pour ça, on va prendre 3 marrons qu'on va garder dans notre poche tout l'hiver si on a des hémorroïdes, des petits rhumatismes, des petits maux de dos. Ah oui, dans la poche, ça peut régler ça? Ça ne va pas régler. Sans contact direct avec la peau? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Si on a mal, où que ça soit, on va consulter son médecin. Soulager du moins. Voilà. Donc ça soulage quelques petits maux du quotidien. Donc les hémorroïdes, il paraît que ça marche super bien. Rhumatisme, ça marche. Les petits maux de dos, ça marche super bien. Sans le toucher? Sans le toucher, on le met dans la poche. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Les sciatiques. D'accord. Et j'en oublie encore les petites douleurs articulaires. Et moi, j'ai eu des retours. Et les dames qui n'ont pas forcément de poche peuvent les mettre dans leur soutien-gorge. Ok. Et oui, il faut bien les mettre quelque part. Ça rajoute un petit peu de volume. Il faut équilibrer alors. Il faut équilibrer, il faut en mettre 4. C'est ça, exactement. Mais bon, sinon, on fait une petite bourse avec un petit morceau de gaz et on l'accroche. Bon, je vous garantis que ça fait plein de bien. Ouais. Est-ce que vous êtes un petit peu superstitieuse, Corinne Vezzoni? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais là, c'est pas de la superstition. Là, c'est des croyances populaires. Oui. Voilà, exactement. Ensuite, on peut en faire plein d'autres choses de notre marron d'Inde et on peut en faire surtout une lessive. Ah. Au même titre que la lessive de cendre et la lessive de lierre. Donc pour le linge foncé, j'imagine. Pour le linge foncé ou clair, ah bon ça tâche pas. C'est bien marron quand même. Non, puisque ça va être une lessive. Ah, alors, si on veut l'utiliser que sur du linge très très clair, on va prendre des marrons, on va les peler, ce qui ne présente aucun intérêt. Ouais. Le mieux vraiment, c'est de prendre, je sais pas, une dizaine de marrons, on les passe au mixeur, si on a un mixeur. Sinon, on les écrase au marteau, mais plus ils vont être écrasés, plus la saponine, donc ce qui va servir de savon, va ressortir du marron. Donc, si possible, mixeur, on le met dans de l'eau bouillante. On fait cuire le marron avant de le passer au mixeur parce que c'est super dur, non? Pas du tout. D'accord. On le mixe cru. Okay. On le met dans 50 centilitres d'eau bouillante. Oui. On éteint, on met un couvercle et très vite,
le liquide va devenir comme du lait, de la couleur du lait. D'accord. Ce qui est quand même très rigolo. Ouais. On va filtrer en le mettant dans un linge pour exprimer tout le jus. Et on va le garder au frais pendant 8 jours. Et ça fait une lessive formidable. Et on va faire un deuxième produit avec nos marrons écrasés. Et là, on va en faire un shampoing qui va être très efficace pour laver les cheveux en douceur. Si on se retrouve dans la campagne un jour perdu et qu'on a besoin de lessive et de shampoing, on sait quoi faire. Exactement. Et surtout, et en plus, le marron, il a une qualité absolument extraordinaire, c'est qu'il va éloigner les araignées de la maison. Super. Et ça se faisait dans toutes les campagnes. On met 2 ou 3 marrons devant les fenêtres et on n'aura jamais une araignée dans la maison. Écoutez, merci pour Moi, toutes je ces l'aime, le marron recettes. d'Inde. Catherine, recettes qu'on retrouve dans vos livres qui se sont affichés. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Corinne Velzoni, merci d'être passée Merci. nous voir, c'était un plaisir. On se retrouve demain et notre invitée sera Florence Camban, auteure du livre « Je serai maman », la recette de Carole, la recette du vendredi et puis les conseils sophrologie de Sébastien Melin. Voilà, on vous embrasse, portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao.